tu es militante engagée dans les Gilets jaunes en ce Ouais. moment. Oui. Tu es militante communiste aussi, Oui. dans la coordination communiste, mais tu es aussi tunisienne. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter par rapport à ce que tu as vécu en 2011, 2011. qui nous rappelle peut-être un peu le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, je sais pas. Oui, moi en 2010-2011, j'étais déjà militante syndicaliste dans le syndicat étudiant l'UGET en Tunisie. Et j'ai vécu les événements, les soulèvements populaires de 2011. Et c'était l'expérience la plus enrichissante pour moi en tant que militante, mais aussi très marquante parce que avant ces événements-là, malgré mon expérience militante, je me sentais pas il y avait un sentiment un peu de non-appartenance à la Tunisie. Et je pense que je partageais ce sentiment avec beaucoup d'autres militants. Et ça, c'est dû à la nature du pays. C'est une semi-colonie. La Tunisie, c'est un pays semi-colonisé. Et donc, ça évoque des sentiments quelquefois d'exil, tout ça. Et je me rappelle que la première fois que je me suis sentie vraiment tunisienne, ce sentiment d'appartenance à un pays, je l'ai vécu à ce moment-là, quand j'étais au milieu des manifestants, quand j'ai vécu ces événements-là. Ça m'a rappelé ce que c'est appartenir à un pays. Donc je pense que c'est toujours les mouvements libérateurs qui permettent aux gens du peuple, aux militants, aux manifestants de sentir cette fierté-là d'appartenir à un groupe ou à un pays. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Gilets jaunes en ce moment. Je pense, oui. Je pense qu'un bon nombre des gilets jaunes, ils ressentent la même chose, la fierté, de se rappeler de ce que c'est vraiment la France. La France, c'est un pays impérialiste, mais le peuple français, ce que c'est le peuple français. Parce que moi, quand j'étais en Tunisie, quand j'ai vécu ça en Tunisie, avant ces événements-là, c'est pas bien pour un militant, hein, mais j'avais un peu perdu confiance Hmm. en le peuple, Ouais. alors qu'il faut jamais pour un militant. Et je pense que les Gilets jaunes aujourd'hui, ils nous rappellent ce que c'est vraiment la France. La France, c'est Celle qui a les coupé la siècles. tête d'un roi, Exactement, celle qui a fait la celle. commune, Oui, c'est pas celle des patrons, c'est pas celle des impérialistes non c'est plus. pas celle des impérialistes, c'est pas le pays qui déclare des guerres tous les ans. C'est le pays des conquêtes sociales, c'est le pays des révoltes et des révolutions. Et c'est de ça que les gens ils doivent se rappeler toujours. D'ailleurs, Et Les Tunisiens, et comment ils voient les Gilets jaunes en ce moment? Ils connaissent, enfin, ils entendent parler de ça. évidemment, Est-ce que ça oui, leur oui. évoque des trucs, des souvenirs? Oui, bien sûr. Ouais, les gens qui ont vécu les événements de 2011, oui, bien Hmm. sûr. Voilà. Peut-être que, comme tu as vécu, en fait, tu étais étudiante à Tunis, Oui, tu as vécu toutes les manifestations, en fait, avec une évolution, comme on voit maintenant avec les Gilets jaunes, de semaine en semaine, il y a des mm, stratégies qui changent, une répression policière qui change de stratégie aussi, ouais. pour essayer de briser le mouvement. Est-ce que là aussi, puisque tu as vu toutes les évolutions de comment le pouvoir essayait d'écraser le mouvement en 2011 en Tunisie, est-ce qu'il y a des étapes, enfin ou des points communs avec ce qui se passe en ce moment? Bien sûr, toute proportion gardée, Ouais, c'est une dictature autoritaire. Ici, on est dans ce qu'on appelle une démocratie bourgeoise, avec tout à encore une fait. fois Certains acquis. certains droits démocratiques. Mm, Mais quand même, il y a peut-être des choses, des comparaisons à faire de ce point de vue-là, tout à sur fait. comment l'État va Ouais, réprimer. tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis quelquefois ici avec le mouvement des Gilets jaunes. J'arrive même disons, à prévoir un peu ce qui va se passer parce que dû à l'expérience de 2011, en fait, la dictature de Ben Ali à l'époque, ils n'ont pas commencé tout de suite par la répression très violente avec les tirs à balles réels et tout ça. Non, la stratégie, c'était d'abord de réprimer comme d'habitude, parce qu'on était dans un régime quasi fasciste. Donc les répressions policières, elles étaient violentes quand même, mais après, il y a eu des martyrs, il y a eu des tirs à balles réelles. Mais Mais pas au départ. pas au départ, non. Ils avaient commencé par des arrestations des militants, des manifestants, des répressions avec de lacrymogène, tout ça.
Comme ce qui se Lacrymo, passe maintenant, grenades. grenades, comme ce qui se passe un peu maintenant avec les gilets jaunes. Ce qu'on connaît bien dans les manifs, ouais. Voilà. Et après, il y avait une étape où le mouvement, il a commencé à être vraiment très médiatisé. C'est ça d'ailleurs qui a fait la différence avec les révoltes de 2008 en Tunisie, parce qu'il y a eu d'autres révoltes en Tunisie, notamment en 2008. Mais Plus importante même. plus importantes, Enfin, en fait, c'était plus... Oui, 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 au début, elles étaient plus importantes, oui. Sauf qu'elles n'étaient pas médiatisées et... Il n'y avait pas encore Facebook à ce il n'y point-là. avait pas encore peut-être. Facebook à ce point-là, oui, voilà, peut-être. Ils avaient le monopole des médias, quoi. Voilà. Et du coup, là, en 2011, les informations passaient à une vitesse incroyable dans les milieux militants, étudiants, tout ça. Et le pouvoir, il se retrouvait obligé de parler de ça. Parce que pendant des semaines, il niait ça, même à la télé, tout ça, comme s'il ne se passait rien du tout en Tunisie. Comme s'il n'y avait pas des manifs partout dans le pays. Et à un moment donné, ils étaient obligés de parler de ça. Donc, pour donner une légitimité aux répressions policières, ils avaient envoyé des milices, surtout dans les villes, dans les grandes villes. Hein. Dans les régions d'intérieur, il n'y avait pas ça, mais dans les grandes villes, ils avaient envoyé des milices pour casser, pour voler des magasins, en fait, c'était pour salir le mouvement. Et pour sortir après à la télé, dire, vous voyez, ces gens-là... C'est des casseurs. C'est des casseurs, ils veulent toucher à notre unité nationale, on doit être tous unis contre ces délinquants, ces gens-là qui veulent voilà, détruire le pays. Donc, le mouvement... Et ces gens-là, ces casseurs-là, c'était qui en fait? Est-ce que c'était des policiers? C'était quoi? En fait, on ne sait pas vraiment, mais je pense qu'il y a des... Oui, il y a des... comment dire... Des infiltrés. Des infiltrés, oui, voilà. Et, mais la plupart, c'était des délinquants des quartiers un peu, voilà, qui payaient. Qui payaient, et voilà, par le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte aussi d'ailleurs. Exactement, exactement. Et ça a duré très longtemps, même après la chute de Ben Ali. Cet épisode-là des violences... Et comment réagissaient les gens, enfin les manifestants réagissaient comment à ça? En voyant, enfin c'était peut-être pas au même moment qu'ils cassaient des vitrines et tout ça, mais... Oui, parce qu'il y avait, en fait, il faut dire qu'il y avait deux sortes de violences. Il y avait la violence de ces casseurs, c'est de la violence pour salir le mouvement. Il y avait une violence des... Pour faire peur, quoi. Voilà. Et il y avait une violence que j'appellerais moi une violence révolutionnaire. Populaire. Voilà. Celle des manifestants, des gens qui n'ont aucun moyen de se défendre face à des policiers armés, à des machines de répression très performantes. Et comment, les gens, il y avait dans certaines régions les gens qui brûlaient des commissariats de police. Mais c'était une façon de se défendre. Parce qu'à partir du moment où on a commencé à avoir des martyrs, des tirs à balles réelles, qui sont passés vraiment après... Quand ils ne pouvaient plus rien faire d'autre, ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer à balles réelles. Ils n'ont pas commencé tout de suite à tirer à balles réelles, mais quand le pouvoir il se retrouvait en crise, vraiment, là, ils ont commencé à tuer. Donc il y a 3 étapes. Il y a une étape classique qui ressemble un peu à la répression des Gilets jaunes en ce moment, en fait. Oui. Lacrymo, grenades, arrestation, garde à vue, etc. Oui. Une étape avec plus de casse, infiltrée plus ou moins par la police, ou plus ou moins, enfin, avec une campagne médiatique pour salir le mouvement. Et puis une fois qu'ils ne pouvaient plus rien faire, des snipers, et là ils passaient aux balles réelles. Des snipers sur les toits, et ils passaient aux balles réelles, et il y a eu 300 et quelques, presque 400 martyrs en l'espace du 7 janvier au 14, en l'espace d'une semaine. Donc ça c'est vraiment la différence avec le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, sauf que même ici en France, le pays avec une histoire démocratique, avec voilà ce qu'on appelle aussi bourgeoisie, démocratie bourgeoise,
On entend parler de tirs à balles réelles. Mm. On entend des ministres Oui, on fait qui appel à menacent. l'armée On maintenant. fait appel à l'armée. Mm. Donc là, c'est pas vraiment comme la Tunisie, parce que la Tunisie, c'était quasi fasciste. Mm. Mais ici en France, c'est... Ils peuvent pas encore le faire, mais ils en parlent. Ils en parlent et c'est un signe de la fascisation Et du pouvoir. sur les interdictions, il y avait des interdictions de manifester, parce que c'est ce qu'on voit aussi en France maintenant, les gilets jaunes, on commence à légiférer, à faire des lois anti-casseurs, on essaye d'empêcher certaines manifestations. Est-ce que ça se passait aussi à ce moment-là? Sous quelle forme? En Tunisie, c'était le couvre-feu. 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 Et évidemment, interdire les manifs... Pour des raisons de protection. De toute façon, en Tunisie, les manifs, le seul moyen pour se protéger, mais le seul moyen légal d'organiser une manif, c'était sous le drapeau de l'UGTT. L'organisation syndicale, la seule organisation syndicale légitime en Tunisie. C'est l'équivalent de la CGT ici. Voilà, et par contre, les manifs, à ce moment-là, toutes les manifs étaient interdites. Donc les gens, ça servait plus à rien. Ça servait plus à rien. Il y avait un couvre-feu et les gens ils manifestaient même la nuit. Et donc voilà. Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ton expérience sur ce qui a réussi et ce qui n'a pas réussi dans le mouvement social tunisien et en lien avec ce qui manque peut-être aujourd'hui ou les questions que se posent les Gilets jaunes sur comment ça va devenir le mouvement? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Les soulèvements populaires de la Tunisie en 2011, ça a représenté une étape très importante dans le processus révolutionnaire et le mouvement de libération en Tunisie. Sauf que moi, en tant que militante communiste, je refuse toujours d'appeler ça révolution. Ce n'était pas une révolution, parce qu'il n'y avait pas un parti de gauche qui était capable de contenir le mouvement et de porter les revendications populaires. Le peuple en Tunisie, il a donné tout ce qu'il pouvait, spontanément, avec ses moyens. Il a donné ses enfants, il y a des jeunes qui sont morts. Bien sûr, en Tunisie, toutes les manifs de Tunis et dans les grandes villes, elles étaient organisées par les GTT. Il y avait toujours un appel à la grève par les GTT. Je pense que c'est ça la différence ici avec le mouvement des Gilets jaunes, parce que même malgré quelques tentatives dans quelques unions locales et tout ça ici, notamment par exemple ici l'union locale de Tourcoing, je trouve que la CGT, elle n'est pas en train de jouer le rôle qu'elle devrait avoir dans un mouvement aussi intense. Et par contre, en Tunisie, ce qui manquait, c'est un parti de gauche, une organisation de gauche, qui pouvait changer les rapports de force, qui pouvait contenir les mouvements qui sont déclenchés d'une façon très spontanée et de porter les revendications populaires. Et ça, je pense qu'il y a le même problème aussi en France. En France, là, en ce moment, avec les Gilets jaunes, on sent que c'est assez facile de détourner les revendications ou d'en mettre certaines plus que d'autres. Exactement, c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas se faire avoir par des revendications comme le grand débat ou autres, parce que c'est très facile de disperser l'unité, voilà, et de changer tout de suite, détourner le mouvement et les revendications. Je pense que c'est très dangereux. Je me rappelle qu'en Tunisie, même après la chute de Ben Ali, les gens ils continuent à manifester. Oui, il faut tenir, c'est ça. Et oui, ils continuent à manifester parce que tout le monde savait que Ben Ali il a dégagé, mais que derrière il y a tout un régime à abattre, il y a toute une machine derrière qui était... Et ça, tu penses que les Tunisiens le doivent quand même à l'organisation GTT, quoi? Ou c'était vraiment juste l'unité populaire qui a permis de... Les deux. De ne pas se faire avoir par le fait d'enlever Ben Ali et de garder le système. La mobilisation a continué, elle s'est même renforcée. Elle s'est renforcée, il y avait en fin février, il y avait 1 million de personnes sur la place de la Casbah
le lieu de là où il y a le premier ministère. C'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par des revendications comme le grand débat ou autres revendications qui peuvent facilement disperser l'unité et détourner le mouvement, comme ce qui s'est passé en Tunisie. On est passé de revendications sociales, même des revendications de liberté nationale, d'indépendance, tout ça, à des revendications purement électorales. Voilà, et c'était très facile puisqu'il n'y avait pas d'organisation de gauche capable de maintenir cet élan révolutionnaire. C'était après très facile de convaincre les gens que c'est ça qu'il faut. Donc je pense que c'est très dangereux de se laisser avoir par rapport à ça. Merci, merci beaucoup. De rien.